Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'Observatoire Sciences-Société de m'avoir invité pour faire cette présentation. Bon, j'en avais parlé hier, je ne me sens pas nécessairement totalement légitime pour faire cette présentation, puisque certes, on travaille depuis un petit bout de temps, depuis une vingtaine d'années sur les questions de médiation scientifique et des relations sciences-société, notamment avec Anne Masseran, mais on le fait en pointillé, c'est-à-dire que le gros travail qu'on a mené, c'était plutôt dans les années 2010, qu'on a revisité régulièrement. Donc là, la difficulté, ça va être de revenir sur les développements contemporains de la politique de médiation de communication scientifique. J'espère que mes collègues me corrigeront si je fais quelques erreurs. Et puis on va voir ce que ça va donner. Oui, et en fait, on travaille en pointillé là-dessus, puisque les controverses nous rattrapent, c'est-à-dire que depuis une dizaine d'années maintenant, on travaille sur des controverses en lien avec l'exploitation du sous-sol. C'est ce qui fait et on est très occupé là-dedans. Donc on travaille sur plusieurs chantiers en parallèle. Donc, tu m'as dit que j'avais 1 heure, donc je prends le temps, je me chauffe la voix. Donc, en ce qui concerne la question de la politique de médiation et de communication scientifique, quand on survole les décennies des années 1980 aux années 2020, on a un peu l'impression que c'est une histoire qui se répète, sauf que c'est un peu comme les systèmes éducatifs où on travaille en boucle. Des fois on avance, on revient en arrière, on avance un tout petit peu. Et donc c'est une histoire qui se répète, mais pour ce qui concerne les éléments structurants, c'est-à-dire que ce qu'on voit clairement, ce qu'on voit assez nettement, c'est que la politique de la communication scientifique ou de la mise en culture de la science qui se développe à partir des années 1980, et c'est une constante, elle se développe sur fond de crise, sur fond de controverses, qui sont souvent interprétées par les politiques et par nombre de scientifiques comme une remise en cause de la science et du progrès. Donc ce qu'on voit assez clairement quand on retrace l'histoire des politiques de médiation et de communication scientifique, c'est que en fait, on a une politique qui se met en place plutôt en réponse à quelque chose, à des éléments de contexte, au lieu de quelque chose de plus fondamental qui serait le partage des savoirs. Ce qu'on note également, et c'est une constante, c'est que les cadrages politiques nationaux sont en tension avec l'action des collectifs territoriaux. C'est-à-dire on a une politique qui s'affirme via un discours, via une rhétorique au niveau national, au niveau des assemblées. Et si on essaye d'avoir un double regard, si on essaye de voir ce qui se passe en territoire, on se rend compte que effectivement les enjeux qui se dessinent en territoire sont assez différents, et surtout les actions qui sont menées en territoire sont assez différentes des cadrages politiques. Alors pour ancrer un peu le sujet, et pour effectivement prendre la mesure des contextes sur lesquels les politiques de médiation scientifique se développent, on va faire un petit flashback, un petit retour vers le futur, vers les années 1980, où effectivement, si ceux qui connaissent un peu l'histoire politique récente, on a 1981, c'est l'alternance politique, l'accession des socialistes au pouvoir, et ça vient pas innocemment. C'est-à-dire que si on descend jusqu'aux années 1970, 1960, on est sur une phase où les 30 glorieuses s'érodent petit à petit, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de crises qui avancent petit à petit. Si on met de côté la violence lente et les dégâts occasionnés par les sites pétrochimiques, il y a des signes tangibles que la modernité, le progrès, à ses limites, et que quelque part on a développé la science du progrès sans développer en parallèle une science qui permettrait de soigner les maux du progrès. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette période ? On voit des premiers signes d'alerte.
notamment avec la publication du livre de Rachel Carson, Le printemps silencieux, qui est une mise en accusation des firmes agrochimiques, notamment de l'utilisation du DDT dans l'agriculture. C'est un bouquin, je crois, alors de mémoire, j'espère qu'on me corrigera dans la salle, il me semble qu'il a été publié en 63 ou 65, voilà, j'ai des doutes, et qu'il a été traduit en français avec une préface d'un professeur du Muséum d'histoire naturelle l'année d'après. Donc c'était déjà un domaine sensible. Et puis on a surtout, ce qui va frapper les consciences, ce sont des crises longues qui sont très médiatisées, crise du pétrole, plus des accidents technologiques, l'accident de Seveso. Tout le monde sait ce qu'est un site classé Seveso, mais on n'a pas trop la mémoire effectivement de l'accident de Seveso. Moi, je l'appelle un petit Tchernobyl, puisque suite à donc c'est dans le nord de l'Italie, dans une zone industrielle, puisque à la suite de l'accident de Seveso, on a eu des dizaines de kilomètres carrés pollués par la dioxine, et les médias en ont parlé pendant des mois, voire des années, puisqu'il fallait dépolluer ce site. Donc avec bien sûr mouvement de population, puisque ces zones polluées n'étaient plus vivables. On a eu également la première grande marée noire. Là, c'est pareil. Ce qui est important quand on est dans ces contextes-là, c'est de considérer le temps des médias. C'est-à-dire que, faut vous dire que la première marée noire, c'est Torrey Canyon. Je vérifie ma date, c'était en 67. Seveso, c'était en 76. Voilà, juste pour compléter vos notes. Torrey Canyon, c'est un navire qui a échoué au large des côtes britanniques. Et c'est un peu comme la crise du Covid, qui part de Chine et qui arrive progressivement en France. Moi, je me souviens que ça m'avait fait drôle à l'époque. Le Torrey Canyon, c'est à peu près la même chose. Ça s'échoue au large des côtes britanniques et ça met des mois, en fait, pour gagner les côtes françaises. Et avec un suivi médiatique, un peu comme le suivi médiatique du Covid. C'est-à-dire, on en parle de jour en jour, on montre quelles sont les actions qui sont prévues pour essayer d'atténuer l'effet de la marée noire. Ils ont essayé tout plein de choses. Ils ont essayé de mettre le feu au pétrole. Ils ont essayé d'utiliser de la chimie dont les effets ont été pires encore que ce qui était attendu. Et puis, au bout d'un moment, ça arrive sur les côtes françaises. Et donc, là encore, les médias en ont parlé pendant très très longtemps. Et puis, il y a eu le premier accident nucléaire, pas très dangereux. Il y a eu un peu il y a des vapeurs radioactives qui se sont échappées de la centrale. Donc, c'était aux États-Unis, à 3 Mile Island. Et là, c'est pareil. Ça a eu un impact, en fait, sur les consciences qui est très, très conséquent, puisque les médias en ont parlé, puisque ça remettait en cause les politiques nucléaires américaines, voire françaises, autrichiennes, norvégiennes. C'est-à-dire que... et on a même eu un magnifique bouquin publié par Eliseo Veron en 81 ou 82, je crois, qui est extraordinaire. Si un jour vous avez... Enfin non, c'est pas pour du temps à perdre. Si vous voulez gagner en intelligence, lisez le bouquin d'Eliseo Veron. Il est en ligne, téléchargeable très très facilement. Intéressez-vous au premier chapitre. Et c'est une très belle initiation à la fois au bricolage journalistique et au décryptage justement du bricolage journalistique. Comment on construit une information sur la base d'une dépêche qu'on a vraiment du mal à saisir, puisqu'on ne comprend rien au nucléaire. Donc on a ces éléments-là qui se mettent en place, donc bien sûr, je fais abstraction des crises sociales. On est sur une période post-68, avec tout plein de révoltes qui grondent dans les universités, une remise en cause Bonjour. Du mandarinat des professeurs, l'évolution des facultés en institut, etc. Donc on a tout un mouvement de fond qui se dessine et qui transforme les rapports que nous avons que la science a avec la société. Je crois qu'il faut que je me réhydrate un peu. Oups. Désolé. Donc on en vient cette fois au cœur du sujet, c'est-à-dire que les débuts de la mise en place d'une politique de recherche déjà, et la façon dont la mise en politique de la communication ou de la culture scientifique va être articulée à cette
cette mise en politique de la recherche. Donc alternance politique en 1981, donc c'est la gauche qui arrive au pouvoir avec une alliance entre les socialistes et les communistes. Pour sortir de la crise, l'idée portée par la gauche était assez raisonnée, c'est-à-dire qu'il s'agissait de réarmer scientifiquement la France pour essayer de faire face aux crises. Donc des moyens considérables seront dégagés en 81 jusqu'en 83 avec quelque chose de réfléchi, de pensé dès le départ. C'est-à-dire qu'il y a des assises de la recherche, l'assise nationale de la recherche et de la technologie qui vont être organisées, une loi de programmation qui va être votée dès 1982, qui va donner de nouveaux moyens à la recherche, et on pense la recherche pas seulement en France, on pense la recherche en lien avec les opportunités qui font jour au niveau européen. Et justement, dans ce cadre-là, qu'est-ce que la communication et la culture scientifique a à voir avec tout ça? Peut-être qu'on peut commencer par une citation de Jean-Pierre Chevènement qu'on retrouve souvent, qu'on retrouve un peu partout. Je ne sais pas qui l'a reprise en premier, mais ça montre bien le cadre dans lequel une politique de culture scientifique va se mettre en place. Donc, je vais la citer comme ça, ça vous économise la lecture. Donc, c'est au prix d'une vaste entreprise de diffusion du savoir que nous pourrons faire reculer certains préjugés contre la science et la technologie, tenir en lisière les mouvements anti-science et mettre en mesure les citoyens de mieux cerner l'importance des enjeux scientifiques et technologiques. C'est une citation qui est intéressante et importante parce que c'est comme si, en fait, on voulait faire tabula rasa des mouvements réflexifs qui sont mis en place en France dans les années 70, à la fois dans la société. On avait, dans les années 70, c'est l'âge d'or en fait des associations de protection de l'environnement. C'est également le moment où beaucoup de scientifiques tendent à avoir une approche réflexive par rapport au développement scientifique, à se poser des questions sur les dérives qui peuvent être associées au développement du génie génétique, l'utilisation des sciences dans les armées, etc. Donc c'est comme si on mettait ça de côté, on se dit, bah non, en fait, ces lectures-là des relations science-société, on ne peut pas construire avec, puisque ça remettrait en cause en fait l'effort déployé pour financer la recherche et développement, et justement des efforts qui nous permettraient de sortir de la crise. Donc ça, enfin, vous le verrez, je me suis amusé à prendre quelques citations qui reviendront au compte-gouttes, mais c'est une rhétorique qui est souvent reprise, souvent utilisée dans les textes de cadrage nationaux concernant les politiques de mise en culture de la science ou de communication scientifique. C'est une constante. C'est-à-dire que quel est le bon argument pour développer la culture scientifique? C'est de dire, ah, attention, il y a des obscurantistes, il y a des anti-sciences, il faut s'en défendre, et il faut valoriser les savoirs scientifiques, quitte à verser un peu dans la zététique qui trace une frontière très nette entre ce qui est la vraie science et ce qui est la fausse science, la science qu'on doit laisser de côté. Donc une rhétorique largement reprise dans les textes de cadrage. Bien sûr, ça correspond à une approche diffusionniste de type top-down, c'est-à-dire on a la science qui est placée sur un piédestal et on va éduquer, diffuser les savoirs vers les profanes. Donc on ressent une emprise très très forte du modèle du déficit. On peut utiliser d'autres termes, hein. Ça peut être le terme calonien, c'est le modèle de l'instruction, c'est-à-dire qu'on a une science sur un piédestal et on va informer, éduquer les gens ordinaires à la science. Et c'est une lecture en fait de la situation sociale, des mouvements sociaux, qui est accentuée par tout un ensemble d'enquêtes qui ont été menées soit par la Direction générale de la recherche scientifique et technologique, donc l'ancêtre du ministère de la Recherche en France, et des enquêtes eurobarométriques où on essayait de mesurer le niveau d'alphabétisation scientifique des gens, et on essayait de... C'est des enquêtes quantitatives bêtes et méchantes, hein. Je ne vais pas vous citer tous les exemples, sinon on est là pendant une demi-heure, mais c'est généralement assez amusant. On essayait de dresser des liens en fait, entre ce niveau d'alphabétisation scientifique et le degré de confiance que les gens ordinaires accordaient à la science. C'est juste une question comme ça, hop, pris au hasard.
on arrive à rendre sain le lait radioactif en le faisant bouillir, vrai ou faux. Voilà. Donc c'est un peu prendre les gens pour... Ouais, enfin bref. N'allons pas plus loin sur les commentaires. Voilà. Je vais m'abstenir de saluer toutes les personnes qui arrivent un peu plus tard. Alors, bien sûr, c'est ça qui est intéressant. Et si vous avez regardé le texte qu'on avait publié avec Anne Masseran en 2010, où on était presque caricatural, c'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, il y a cette citation de Chevènement, c'est performatif, c'est-à-dire que tout le monde reste debout derrière Chevènement pour diffuser les savoirs scientifiques et techniques. En fait, on se rend compte, en regardant les documents qui sont maintenant accessibles, que c'est pas si vrai que ça, et qu'il y a des choses magnifiques qui sont développées au début des années 1980, alors avec beaucoup d'échecs. Notamment, là je me base essentiellement sur le rapport de Bernard Mette, que Bernard Mette a rédigé en 1985, qui faisait un état des lieux des centres de culture scientifique, technique et industrielle, alors c'est une période un peu charnière, c'est-à-dire qu'il y a des velléités qui se dessinent en province, et dans le rapport de Bernard Mette, ce qui est de vraiment superbe à lire, c'est que, je ne sais plus, il doit y avoir une quinzaine ou une vingtaine d'initiatives qui sont répertoriées dans le bouquin, et on arrive à tracer en fait toute l'historique des initiatives, que ce soit l'initiative grenobloise, qu'on voit poindre dès 75 ou 76 avec comme je suis à Grenoble, je parle un peu de Grenoble, dès 75-76 avec des expos sciences, et puis après ça, la création du premier CCSTI au niveau national en 79. Donc un CCSTI créé avant l'heure, ce qui peut être intéressant. On voit l'initiative niçoise portée par l'association Anaïs, créée par Jean-Marc Lévy-Leblond. Je ne vais pas faire tout le déroulé, mais jetez un œil là-dessus, puisque je vais en parler dans 2 minutes. Il y a des choses intéressantes à repérer. Mais surtout, ce qu'on voit sur cette période-là, c'est... Ah, il va falloir que je mette un petit coup d'accélérateur. Ce qu'on voit poindre à cette période-là, c'est des boutiques des sciences. C'est-à-dire, alors c'est exactement les mêmes boutiques des sciences qu'on voit actuellement. C'est-à-dire, le cahier des charges est assez similaire. Vous savez ce que c'est une boutique des sciences? C'est quoi la logique? C'est pas le lieu où on vend des goodies. Rassurez-vous. C'est un lieu où, justement, on veut rendre service. Alors, le terme boutique n'est pas très bon. En fait, il faudrait... alors le terme anglais, je ne l'ai plus en tête. Ouais, science shop, tout simplement. Et shop, ça peut avoir différentes significations. C'est-à-dire, ça peut être à la fois la vente, mais aussi, si je ne me trompe pas, l'artisanat, enfin la fabrique, des choses comme ça. Personne. L'atelier, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, merci. L'atelier, c'est beaucoup mieux. Donc cet atelier, ça sert à quoi? C'est-à-dire, on va entendre les demandes venant de la société civile et on va construire avec la société civile un programme, un problème, un questionnement scientifique, et les scientifiques vont s'engager, vont mener un travail de recherche ou d'expertise ou d'analyse pour le résoudre. Donc on a une quinzaine de boutiques des sciences qui sont visibles au milieu des années 80. Alors, ça partait d'une bonne intention, sauf que ces boutiques des sciences, et c'est là qu'on avait à peu près vrai en 2010, ces boutiques des sciences vont mourir d'elles-mêmes, puisque en fait, il y a quelques scientifiques qui étaient partants au départ, mais c'est quelque chose qui sera très peu accompagné par les ministères, puisque les ministères se sont plutôt intéressés justement au CCSTI et à la façon de financer et mettre la science en culture en région. Donc, essor des boutiques des sciences, et de l'autre côté, on a une mise en politique de la culture scientifique qui se met en place en lien avec les assises de la recherche. Alors moi j'ai pris juste la conclusion de Chevènement aux assises nationales. En fait, il y a eu des assises régionales de la recherche. Il y a eu un gros travail de réflexion autour de la façon de diffuser ou de mettre en culture les savoirs scientifiques. Et donc Bernard Mette n'en parle pas assez, pas suffisamment dans son rapport. C'est un peu dommage, mais c'est vraiment à ce moment-là, en 82, qu'a été imaginée la création d'un réseau
de centres de culture scientifique, technique et industrielle en province, avec en arrière-fond, alors les idées, elles étaient très diverses. L'idée, c'était d'établir un dialogue entre sciences, industrie et citoyens. Après ça, moi, j'aime... alors, j'ai pu retrouver la référence exacte. C'est une reprise des propos de Jean-Marc Lévy-Leblond. Je dois avoir le cerveau qui vieillit. C'est un texte que j'ai lu il y a 3-4 semaines et je voulais retrouver la référence exacte. Et, même en utilisant les bonnes technologies comme Zotero, impossible à retrouver. Donc, c'est intéressant de voir comment Lévy-Leblond pensait les CCSTI à l'époque. C'était pensé comme un lieu de passage où les scientifiques mènent à l'épreuve leur propre savoir et certitude pour mieux les partager avec les publics. C'est-à-dire que ceux qui diffusent les savoirs ou ceux qui parlent science dans les CCSTI, ce ne sont pas des médiateurs, ce ne sont pas des professionnels de la médiation, ce sont les scientifiques qui viennent vers les publics. Et en fait, pour Lévy-Leblond, c'est net si le citoyen parvient à faire sien, voire à co-construire avec le chercheur un questionnement scientifique. Donc là, on est vraiment dans le partage, on est vraiment dans la médiation, on est dans la co-construction d'un questionnement scientifique. Et pour cette raison, Lévy-Leblond le soulignait dans ce texte, qui en fait était une interview avec je ne sais plus quelle personne, l'implication des professionnels de la médiation dans la culture scientifique, technique et industrielle serait à bannir ou alors doit rester minimale. Dommage pour vous. Pas de carrière possible dans les CCSTI. Donc, si on revient cette fois sur le rapport de Bernard Mette, donc quand on... Alors, il faut le lire et puis essayer d'en tirer quelque chose, puisqu'on est sur les CCSTI en construction. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce rapport? On voit Bernard Mette présente vraiment une grande mosaïque d'initiatives, et on voit que dans certaines initiatives, il y a effectivement concordance, continuité avec les mouvements critiques et réflexifs des années 70. C'est le cas notamment à Nice, qui n'est pas la ville la plus pauvre, mais il y avait quelques chercheurs, donc on suit la logique définie par Lévy-Leblond, quelques chercheurs, ou plutôt c'était pratiquement uniquement des chercheurs qui étaient impliqués dans le CCSTI, et ils avaient des drôles d'idées, c'est-à-dire ils se disaient « Ah bah tiens, nous, on croit à cette histoire de mise en culture de la science, il y a des technologies nouvelles qui apparaissent dans certaines industries, ce qu'on va faire, on va aller directement là-bas, puis on va discuter avec les ouvriers, on va essayer de penser ensemble, en fait, la technique sur les lieux de production. » Donc quelque chose de très courageux et qui correspond en fait à la ligne directrice qui était tracée au départ. Alors, on n'a pas eu droit à la révolution, donc c'était vraiment quelque chose de ponctuel. On a des initiatives qui sont tout à fait louables dans le nord de la France, avec justement l'association créée par Bernard Mette, où on essaye de mettre la science en culture par une approche multimédia, en travaillant avec plurimédia, on va dire plutôt, en travaillant avec les journalistes. Il y a des ateliers de rencontres qui ont été organisés entre scientifiques et journalistes. On utilise la radio, on utilise la télévision, on utilise tout plein de moyens possibles pour développer et acculturer les publics à la science. Alors bien sûr, c'est un peu l'exception, c'est-à-dire dans le rapport de Mette, on a 3 voire 4 CCSTI qui suivent un peu cette ligne directrice. Par contre, Bernard Mette est beaucoup plus dubitatif par rapport aux autres initiatives, c'est-à-dire que il se pose vraiment des questions, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce projet? Un musée consacré aux mines de sel, enfin j'invente complètement, ou un musée consacré aux poissons rares, des musées des techniques. Qu'est-ce que ça a à voir avec la culture scientifique? Et en fait, la chose dont s'est rendu compte très rapidement Bernard Mette, c'est que pour beaucoup de personnes impliquées dans les premiers développements de la CCSTI, en fait, ils avaient une définition assez courte d'esprit de la culture scientifique, c'est-à-dire, grosso modo, c'est tout ce qui permet d'obtenir des crédits du ministère de la Culture. C'est aussi simple que ça. C'est des tendances qu'on peut encore retrouver actuellement. C'est bête et méchant, mais dans la plupart des cas, ça fonctionne. Alors, on a ces velléités. C'est vrai que les financements de l'État viendront
pas très rapidement, c'est-à-dire que je crois que Grenoble a été doté très très vite parce que c'était déjà une structure organisée. Bernard Mette dénombre 18 permanents en 1985, ce qui est tout simplement énorme par rapport aux autres structures qui existent en France. Et donc on aura un soutien très inégal parce que les CCSTI, c'est quelque chose qui doit venir des territoires. C'est-à-dire que dans le contexte de l'époque, c'est pas l'État qui doit pousser les territoires à développer la culture scientifique. C'est quelque chose qui doit émaner des territoires. Et donc, les CCSTI qui seront financés, ça sera essentiellement ceux qui ont un vrai projet de développement de la culture scientifique en territoire et qui pourront inscrire ce projet dans le cadre des plans État-région. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y avait des régions pilotes. Le CCSTI de Grenoble a bénéficié d'une somme très conséquente dès le début, ce qui a permis de développer la casemate et le transformer en véritable centre de sciences. Cap Science à Bordeaux, ça a été un peu plus tard. En Alsace, on n'en parle pas, parce qu'on a vraiment eu des difficultés. On en a encore, donc laissons de côté l'Alsace. Ce qu'on voit en parallèle... Attendez, parce que je crois que j'ai suffisamment chauffé la salle. On va revenir sur une tenue un peu plus humble. Tant pis pour le retour vers le futur et retour vers la paysannerie. Voilà. Donc, ça c'est un second problème, c'est-à-dire que bon, il y a quand même une sorte de pilote dans l'avion. C'est-à-dire que on a des centres de sciences qui sont présents ou qui sont en développement à Paris. Et effectivement, ce qui a également posé problème à l'époque, c'est que un crédit très conséquent a été utilisé pour financer ce qu'on appelle les 4 grands, donc Cité des Sciences, Muséum d'Histoire Naturelle, CNAM, Palais de la Découverte. Alors, Palais de la Découverte, c'est un peu le parent pauvre, puisque tout est allé vers la Cité. Et donc, alors, la Cité des Sciences, bon, je pourrais en parler longuement. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est pas une création de la gauche, hein, c'est un vieux projet, pas tout à fait. C'était un projet giscardien en fin de règne, créer un musée des sciences et des techniques, utiliser les modèles qui nous viennent d'Amérique, tels les exploratoriums, faire manipuler les enfants. Et à la fin, on a quelque chose qui ressemble à ça. Un booster Ariane, incroyable, phénoménal. Moi, je me rappelle, quand j'étais pas petit, j'étais adolescent, j'ai vu ce truc-là, mais si vous n'avez jamais été sensible à l'effet waouh, ça vous fait un effet waouh. C'est-à-dire, quelque part, c'est spectaculaire, vous êtes impressionné. Donc, Ariane n'était pas tout seul, hein. Il y avait un mirage, il y avait des satellites et tout. Tout l'espace Explora, enfin une partie de l'espace Explora, était occupée par ces machines un peu extraordinaires, et surtout d'une dimension considérable. Donc effectivement, ça impressionne. Et ce qu'on a dit, ce qu'on peut redire, c'est que, alors c'est pas que ça la Cité des Sciences, quoi, mais dans une certaine mesure, c'est devenu une vitrine des efforts développés au niveau national et européen en matière de recherche et développement. C'est-à-dire que on vous montre comment l'argent est dépensé. Ariane, les satellites, les mirages. Bon, ça, les mirages, la pilule est dure à avaler, mais pourquoi pas. Et puis, on a d'autres... alors, celle-là, c'est une photo que j'aime bien, puisque ça parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même. Et puis, si vous visitez la Grande Galerie de l'Évolution à Paris, bah, vous vous rendez compte que c'est... Ouais, enfin, les chercheurs du muséum, c'est pas des naïfs, quoi. Ils savent ce qu'ils font. Et... bon, moi, je peux vous poser la question, puisque je la pose tout le temps. Donc, on a cette caravane d'animaux. Tout naïvement, ça vous fait penser à quoi? Voilà, très bien. Tout le temps la même réponse. Moi, j'ai regardé un peu les documents de cadrage pour la rénovation de la Grande Galerie de l'Évolution. Il n'y a pas de référence à des textes saints. Hein. L'Arche de Noé, ça n'existe pas. Et puis, Noé et la science, ça fait quand même deux. Donc, ça veut dire que quelque part... alors, c'est peut-être les scientifiques qui se prennent pour Dieu maintenant, mais on va essayer de pas trop exagérer. Mais effectivement, on a cette métaphore qui n'est pas véritablement avouée par les scientifiques du Muséum d'Histoire Naturelle, mais quand on chemine en fait
dans les différents étages de la grande galerie de l'évolution, on prend la mesure du sens de cette caravane d'animaux. C'est-à-dire que, donc au départ, donc effectivement, vous avez la biodiversité en sous-sol, au rez-de-chaussée, sur les façades. Après ça, vous avez un peu de vulgarisation, j'allais dire mal faite, mais c'est parce que mes gamins qui sont allés lire les panneaux, ils n'ont rien compris à la mitose, à la méiose qui est exposée dans les galeries au premier étage. Puis après ça, il y a une petite chambre, la chambre des espèces disparues. Donc ça veut dire, ça montre en fait les effets dévastateurs de l'évolution des populations humaines, les régions polluées. Et puis quand on va tout en haut, voilà. Maintenant, on sait. Les chercheurs du Muséum d'histoire naturelle de Paris sont impliqués dans le maintien de la biodiversité pour essayer de défendre l'environnement. Et donc là, on a une métaphore qui fonctionne, c'est-à-dire c'est un message fort. Le message qui nous vient à l'esprit, c'est les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle sont engagés pour la défense de la biodiversité et pour le respect de l'environnement. Donc on va défendre à travers cette exposition, là encore, on est dans le waouh. La première fois que je l'ai vu, j'avais que le waouh qui me venait à l'esprit. Au revoir. Et effectivement, on prend conscience du rôle que peuvent jouer les scientifiques dans la défense de l'environnement et de la biodiversité. Et donc, on voit petit à petit le paradigme de la vente qui s'impose peu à peu. Donc, insistance sur le beau, insistance sur le spectaculaire, insistance sur l'utilité de la science, les valeurs communes, etc. Si vous allez au musée du CNAM, on a une sélection d'objets scientifiques qui est présentée. Là, c'est pareil, il faut grimper, il faut aller au dernier étage. Et en fait, j'avais discuté à l'époque avec le responsable de la collection, j'ai plus son nom en tête, et je lui ai demandé comment il sélectionnait les objets. Les objets, on les sélectionne sur la base de la beauté de l'objet. Pas vraiment la praticité ou l'utilité scientifique de l'objet. On va présenter le beau, et le beau, c'est quelque chose on va l'associer à la science. C'est quelque chose de beau, c'est admirable, et ça va travailler l'image que l'on a, les représentations qu'on a de la science. Alors, je suis à combien de temps, là ? J'ai déjà fait une demi-heure ? Ok, bon. D'accord, alors je vais mettre un coup d'accélérateur. Ah, mais je suis déjà... Ah, excusez-moi, je suis revenu en arrière. Je savais bien que ça allait pas. Tac. Alors, donc on a ça qui se met en place dans les années 80. Je fais l'impasse, en fait, parce que il faudrait que j'en parle longuement, sur toutes les crises qui traversent les années 80, les années 90. Donc bien sûr, il y a Tchernobyl qui est passé par là, l'affaire du sang contaminé, l'affaire des hormones de croissance, la crise de la vache folle, la controverse autour des OGM. Et on chemine, on arrive dans les années 90 et 2000. Et on a l'affirmation d'une nouvelle politique, cette fois de la culture scientifique et technique, qui se met en place dans les années 2000, notamment dans le rapport Emmanuel Hamelin. Là, c'est pareil, c'est une lecture que je conseille, puisque si on fait une lecture a posteriori du rapport Hamelin, on a l'impression que ce mec-là, il a dessiné complètement les reconfigurations de la culture scientifique et technique. C'est-à-dire il a des choses qu'il a préconisées, et ça devait être un magicien, hop, ça s'est fait. Rapprocher le palais des découvertes de la Cité des sciences, hop, un coup de baguette magique, Universcience est arrivé. Transformer Universcience en tête de réseau national, hop, un coup de baguette magique, et Universcience est devenue tête de réseau national. Pour une très courte durée, je crois que l'heure de gloire d'Universcience, c'était, plutôt les années de gloire, c'était 1 ou 2 ans, pas plus, 1 ou 2 années, pas plus. Mais effectivement, c'est un rapport qui est intéressant à ausculter. Bien sûr, il y a des choses qu'il a préconisées dans l'éducation. Je devrais être un spécialiste de l'éducation, mais je ne m'y reconnais pas. Mais peut-être qu'il y a des choses qu'il a préconisées dans les systèmes éducatifs qui sont développés, j'en sais trop rien. Mais pour la gouvernance, en fait, de la culture scientifique, ça a très bien fonctionné. Et donc, on est sur une politique de culture scientifique et technique qui est là essentiellement pour répondre aux crises qui peuvent être diverses. Je reprends juste une petite citation du rapport Hamelin pour montrer que je ne dis pas de mensonges. Les risques liés à une innovation technologique sont vécus comme les signes d'une science se fourvoyant
il convient de constater la faiblesse du socle commun de connaissances scientifiques, ce qui est d'autant plus grave puisque cela constitue aujourd'hui l'une des principales fractures sociales. Donc ça veut dire, on est encore dans le modèle du déficit, on est encore dans le modèle de l'instruction, et il faut y aller, il faut remonter la pente. Donc les différentes crises pointées par Hamelin, donc effectivement c'est les controverses, clonage, OGM, changement climatique. Alors à l'époque, changement climatique c'était vu comme une controverse, ça a bien changé. Virus informatique, vous vous demandez c'est quoi ça? En fait c'était la grande peur de l'an 2000 où tous les ordinateurs s'arrêteraient d'un coup, donc il y avait des grandes craintes. Et surtout, ça c'est des crises plus intéressantes à suivre, désaffection des jeunes pour la science, soi-disant. Les amphis scientifiques se videraient. Alors, c'est vrai. Alors, Hamelin, il cite, je crois, l'université de Strasbourg, pour une fois qu'on est cité, et il disait que les scientifiques, dans certains amphis, avaient été, enfin, les étudiants en sciences avaient été divisés par 2. C'est juste incroyable, c'est juste phénoménal. Et en fait, on se rend compte que, si on regarde les chiffres, hein, il y a un très beau... Je ne me rappelle plus de son nom. Il y a un ministre portugais qui avait fait un rapport qu'il a envoyé à la Commission européenne sur justement cette supposée désaffection des jeunes pour la science, et il a vu que c'était pas... les jeunes, vous êtes là, vous savez pourquoi. Vous voulez travailler dans la médiation et la communication scientifique. Vous prenez des risques, vous suivez des études, et vous pensez qu'il y a... Vous avez raison, il y a tout plein de postes qui vous seront ouverts par après. Et les étudiants en sciences, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, s'ils voient qu'il y a une filière qui n'est pas porteuse, quelle idée, pourquoi j'irais m'inscrire dans cette filière? Donc, effectivement, ce qu'on voit dans les années 90, début des années 2000, c'est un glissement, en fait, au niveau des cursus. C'est-à-dire, effectivement, l'université se vide un peu. Ça pose des problèmes, puisque moins on a d'étudiants, moins on a de dotations de l'État. Donc là, moi j'ai entendu des cris, enfin pas des cris, mais des plaintes des vice-présidents à l'université de Strasbourg qui disaient « Comment on va faire ? On va plus pouvoir chauffer les amphis, c'est pas possible. On voulait rénover les bâtiments, c'est plus possible, etc. » Et en fait, tous ces étudiants, ils sont allés vers les écoles d'ingé, vers les IUT, donc tout plein de formations professionnalisantes qui apparaissaient comme des champignons à l'époque et qui étaient des véritables aubaines, en fait, pour les étudiants. Voilà. Et donc, on a effectivement toutes ces crises. Donc, bien sûr, la fracture sociale, ça, on en reparlera tout à l'heure avec les investissements d'avenir, puisque la ligne de mire, en fait, des investissements d'avenir au début des années 2000, c'est réduire la fracture sociale. Donc, on a ce rapport. Je reviendrai sur les évolutions tout à l'heure. On a, puisque, enfin, c'est un peu pour couper l'herbe sous les pieds à Laurent Chicoineau, histoire qu'il n'ait pas trop à dire tout à l'heure. On a une évolution également du cadrage des actions des CCSTI, c'est-à-dire ça va dans la même logique, c'est-à-dire que communiquer, mettre la science en culture, oui, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire que donc il y a des cadrages qui petit à petit s'imposent. Il y a eu plusieurs évaluations menées auprès des CCSTI qui ont montré qu'effectivement ça partait dans tous les sens. Il y avait dans certains CCSTI, il y avait des chefs de CCSTI qui étaient stigmatisés en disant que c'est des idéologues, on ne peut pas aller jusque-là en mettant la science en culture, il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc petit à petit, le secteur, le réseau s'organise. Il y a la réunion des CCSTI qui est créée en 1995, qui va pour le cadrage de ces actions qui va s'appuyer sur une charte en 2001 qui a été validée par le ministère de la Culture. Et puis, le cran au-dessus, labellisation des CCSTI en 2006. Et là, on voit, j'espère que Laurent en parlera plus que moi, on voit petit à petit une transformation des travaux de médiation menés par les CCSTI. Et on a, alors moi c'est une lecture très superficielle que j'ai, il faudra voir la lecture de l'intérieur. On voit que progressivement, les CCSTI intègrent les méthodes de l'ingénierie culturelle, donc il y a une programmation qui est établie, un contrôle par un comité scientifique, et puis essayer de toucher un public assez large. Et voilà, on approche du présent. Donc on est toujours donc cette fois on est dans la reconfiguration de la politique de culture scientifique et technique. Il y a un moment important qui est assez chaotique et qui constitue les prémices en fait de la situation dans laquelle on est actuellement. Ce sont les investissements d'avenir.
donc les fruits du grand emprunt initié par Nicolas Sarkozy. Donc, ouais, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé au niveau des dates. Et en 2010, donc un peu en amont, on décide de dédier une partie de cet argent à la culture scientifique. Donc, moi, j'avais suivi d'assez près les évolutions à ce moment-là. Donc, on est dans une approche un peu schizophrène. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a cette tentation assez forte, donc c'est un peu les conséquences du rapport Hamelin, de réinstaller une sorte de centralisme pour la gouvernance de la culture scientifique. Et donc, dans ce cadre-là, Universcience récoltera de très belles dotations pour jouer ce rôle à la fois d'agence de moyens et puis de gouverneur, de la culture scientifique et technique. Et donc, ils avaient organisé pas mal de réunions avec les régions. Ils avaient développé... alors ça, c'est terrible parce qu'il y a plusieurs millions qui ont été déployés là-dedans. Développer une sorte de portail où chaque médiateur, chaque structure de médiation scientifique pouvait verser en fait ses supports, pouvait rendre compte de ses initiatives. Donc il y a eu des informaticiens qui étaient engagés là-dedans, des ressources humaines, et puis à la fin même avant la fin des investissements d'avenir, tout a été mis à la poubelle. Peut-être que ça existe dans des archives quelque part. Donc retour du centralisme. Universcience devient tête de réseau et agence de moyens pour la culture scientifique. Mais ce qu'on voit, et ce qui est intéressant, ça rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a le cadrage national et puis on a ce qui se passe concrètement. Fort heureusement, tous les moyens ne sont pas allés à Universcience. Il y a eu des soutiens de la culture scientifique en province, notamment au travers les projets InMedia pour innovation, médiation, territoire, où là, c'est quelques CCSTI, dont le CCSTI de Grenoble, Cap Science à Bordeaux, la Cité des Sciences. Est-ce qu'on peut vraiment l'appeler CCSTI, mais pourquoi pas plus 2 ou 3 autres CCSTI qui sont mis ensemble pour développer un projet où on allait valoriser le développement du numérique pour la médiation scientifique, avec un travail autour des Fab Labs, Living Lab, etc., etc. On a eu une autre initiative. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'argent a été versé aussi aux associations d'éducation populaire, comme les Petits Débrouillards, qui a porté le projet GIX, pour Jeunesse, Innovation et Cohésion Sociale, où on est face à une initiative qu'on peut qualifier de colportage des sciences, c'est-à-dire qu'on part de l'idée que si les jeunes des banlieues ne viennent pas à nous, allons vers les banlieues. Et donc il y a des interactions qui se sont tissées entre les Petits Débrouillards et puis les centres socioculturels. Enfin, les liens, ils existaient déjà, mais et on pouvait avoir des dispositifs de ce type où on montait des tentes ou alors on dressait des tables de camping et on faisait maniper en fait les jeunes des quartiers défavorisés. Donc avec un parrainage, bien sûr, de Jamy. Gomo, ouais, mais j'essayais de retrouver l'émission. C'est pas sorcier, merci. C'est dans ce cadre-là aussi que les maisons pour la science, donc portées aussi par une association d'éducation populaire, la main à la pâte, voient le jour dans différentes universités. Je crois que pour le coup, Strasbourg, on faisait partie des premiers, Cocorico. Et, bien sûr, c'est un réseau qui s'est déployé un peu partout. Alors, je disais, tête de réseau pour Universcience, mais pas trop longtemps. C'est-à-dire qu'en 2013, une autre politique qui se met en place, la gouvernance de la culture scientifique et technique en province sera gérée par les régions, sans véritablement... Il n'y a pas eu de directive donnée. C'est-à-dire, bon, on vous file une enveloppe, vous vous organisez comme vous voulez. Moi, je me rappelle avoir assisté aux premières réunions au sein de la région, et tout le monde était très embêté, c'est-à-dire chacun disait ce qu'il faisait, mais en fait, pour faire ressortir une politique de tout ça, c'était juste compliqué. Et à peine en amont, création du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle, qui, un peu plus tard, se verra confier la délicate mission de rédiger une stratégie nationale pour la culture scientifique et technique. Ah, voilà, les moments que je préfère. Et pendant ce temps, ailleurs en Europe, puisque, bon,
c'est pas qu'on était vraiment feignants en France en sciences sociales, mais il y a eu beaucoup d'argent qui ont été déployés pour mener des recherches en muséologie. Il y a eu beaucoup de travaux pour l'évaluation dans les musées. Je crois que la DBMIS, qui avait une antenne musée et recherche, donc beaucoup d'argent qui est passé là-dedans. On a eu l'heure de gloire des travaux sur l'âge d'or des travaux sur la vulgarisation scientifique, c'était les années 70, avec Jourdan, Jacobi, Roqueplot, Boltanski et Maldidier. Et puis, Joëlle Demarais, elle arrive un peu plus tard, et elle travaille essentiellement sur les publics. Elle travaille elle a fait un magnifique travail, j'aurais pu le citer, sur l'évaluation des publics dans la Cité des Sciences, où c'est dans sa thèse de doctorat et dans quelques articles parus dans le journal de l'OCIM. Elle a mis le doigt sur l'idée que, en fait, les représentations de la science et les attentes par rapport au musée sont multiples. Donc, on va quand même pas mettre tout ça de côté, mais ça peut être intéressant de voir ce qui se passe ailleurs, puisque pourquoi j'en parle, c'est parce que ça a eu une incidence à terme sur ce qu'on va voir apparaître en France dans les années 2020. Donc, pendant ce temps, en Europe, on a une tradition de recherche qui s'est mise en place au début des années 80, suite à un rapport publié par la Royal Society, donc qui faisait un état des lieux, qui montrait une déconfiture totale, en fait, des rapports que les gens ordinaires avaient à la science. Donc, c'était le point de départ, en fait, de tout plein de travaux d'évaluation du niveau d'alphabétisation scientifique, des programmes phares pour l'éducation aux sciences, le renouveau du Science Museum à Londres, tout ça en contexte thatchérien, donc il fallait trouver des moyens autres que les dotations d'État, donc des interactions fortes entre musées et industrie. Donc on a ça qui se développe au début des années 80, et puis ça va clairement évoluer. C'est-à-dire que à partir du milieu des années 80, Tchernobyl a beaucoup aidé, en fait, puisqu'il y a eu plusieurs chercheurs en Grande-Bretagne, mais aussi dans les pays nordiques, qui se sont intéressés. Parce que Tchernobyl, c'était une catastrophe, bien sûr, mais Tchernobyl, vous connaissez l'histoire du nuage. Pas moins à Grenoble, parce que... est-ce qu'il est passé par Grenoble, le nuage? Non, peut-être pas. Je sais qu'il est allé en Corse, il est allé en Alsace, il est allé en Allemagne, il est allé en Suède, et il est allé, justement, dans un endroit précis en Grande-Bretagne qui s'appelle la région de Cumbria. Ce maudit nuage a contaminé pas mal de moutons qui sont devenus impropres à la consommation. Alors, je parle que de Brian Wynne, mais dans ce cas de figure-là, mais en fait, ce qui avait d'intéressant, justement, alors il y avait aussi le nuage est allé chez les Saamis aussi, ceux qui élèvent les rennes, vous savez, ceux qu'on utilise après ça à la période de Noël pour livrer les cadeaux. Donc il y a des endroits où on les élève, parce que pour qu'ils arrivent à... Vous savez, j'ai raconté des bêtises. Pour qu'ils arrivent à voler comme ça, il faut qu'ils soient alimentés de façon particulière de lichen, etc. Et le lichen, à cause de Tchernobyl, était devenu radioactif, et les rennes n'arrivaient plus à s'envoler. Je ne sais pas ce que j'ai mangé avant, mais... mais dans cette situation-là, c'est-à-dire on a les éleveurs de rennes, on a les éleveurs de moutons, on a une pollution qui est invisible, et c'est clair que ça ne suffit pas de dire attention, il faut changer vos pratiques, attention, vous n'avez plus le droit de manger de rennes, parce que c'est pollué et parce que vous allez tomber malade. C'est-à-dire que le dogme du savoir scientifique, transmettre question de la radioactivité, la pollution radioactive, les isotopes, etc., à des gens qui vivent de l'élevage de rennes et de moutons, c'est juste pas si simple que ça. Donc, et puis il y a des choses, Wynne a observé des choses vraiment intéressantes à suivre. Donc, il fallait questionner un peu cette question du modèle du déficit. Il y a tout plein de cas d'études qui ont été publiés en Grande-Bretagne qui montrent que, en fait, ce qui est important, c'est pas une diffusion rigoureuse des savoirs scientifiques, cette histoire d'alphabétiser les gens aux sciences, c'est de diffuser des savoirs utiles et surtout faire en sorte que
les publics arrivent à s'approprier des savoirs utiles. Donc c'est toutes ces questions-là qui se posent, en fait, fin des années 80, début des années 90, dans les mouvements qui s'appelaient d'abord post-critique, pour le mouvement Public Understanding of Science, mais l'approche critique, puis l'approche public uptake, pour appropriation. Puis il y avait cette histoire aussi, mais là, il faudrait que je développe un peu plus, le PES, pour Public Engagement. Donc tout ça, c'est discuté dans le monde anglo-saxon. Vous avez trouvé des traces de tout ça dans la revue qui s'appelle Public Understanding of Science, tout simplement. J'espère que l'UGA est abonné à la revue et que tous les articles sont disponibles en ligne, ce qui n'est pas le cas de l'Université de Strasbourg. Mais si c'est le cas, Marie-Christine, tu m'envoies les codes. Donc, le travail de Wynne, juste pour le résumer en 2 mots, c'est vraiment super. Lisez l'article de Wynne cité ici en référence. Arrêtez-vous sur la conclusion. 1 fois, 2 fois, 3 fois. De toute façon, la première fois, vous n'allez rien comprendre. Moi, je l'ai lu au moins une quinzaine de fois, et à chaque fois, j'en ai tiré des conclusions de la conclusion qui sont différentes. Donc, c'est vraiment stimulant intellectuellement. Et ce qu'il arrive à démontrer, c'est... enfin, plein de choses, hein, mais on va rester à l'essentiel. C'est que cette histoire de confiance-méfiance, ça n'a rien à voir avec le savoir. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la connaissance scientifique. La relation de confiance et méfiance, ça tient en fait au relationnel que vous développez avec l'institution scientifique, avec les experts que vous avez en face de vous. Et là, dans le cas, effectivement, l'étude de cas de Brian Wynne, donc c'est la région du Cumbria, c'est une région où on avait la plus ancienne centrale nucléaire britannique, c'était la centrale de Sellafield, qui est en voie de démantèlement. C'était une centrale où il y a eu déjà plein d'accidents avant, puisque au départ, on s'amusait à fabriquer des armes dans cette centrale, et puis il y a eu des petites explosions, une petite pollution, etc. Pas de problème, c'est-à-dire que c'est une centrale qui était très bien acceptée au niveau local, tout simplement parce que les éleveurs de moutons, ils avaient un voisin, un membre de leur famille, qui travaillait dans la centrale, et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis la confiance a commencé à tomber quand les experts ont donné de mauvais conseils aux éleveurs qui menaçaient complètement leur social identities, leur identité sociale. Je ne vais pas aller dans les détails, sinon je vais déborder. Pareil, on a les travaux de Mike Michael qui creusent la question de l'ignorance. C'est quoi l'ignorance? Est-ce que c'est une absence de savoir non construite? On vous pose la question, c'est quoi un nucléide? Ah, je sais pas, mais expliquez-moi. Ça peut être une constitution mentale. Vous savez pas? Ouais, mais moi, je suis nul en sciences, je peux pas comprendre. Après tout, je suis une fille, je peux pas comprendre. Non, c'est souvent la caricature qu'on donne. Et malheureusement, ma fille s'est retrouvée là-dedans. Ouais, moi, je suis une fille, je peux pas. C'est normal, papa, j'ai pas de bonne note en sciences parce que je suis une fille. Ma constitution mentale veut que je ne sois pas bonne en sciences. Division du travail social, pourquoi je serais bon en sciences vu qu'il y a l'ingénieur d'à côté qui a développé tout un ensemble de savoirs, ou alors, effectivement, là, à Grenoble, on connaît bien ça, pièce et main-d'œuvre, rejet de la science, rejet des savoirs scientifiques, puisque justement, on s'oppose à la science. Donc tout ça, c'est ce que dit Mike Michael, c'est pareil, c'est un texte qui est intéressant à lire, ça reflète un positionnement épistémologique par rapport à la science. C'est-à-dire, ignorer, c'est pas simplement ne pas savoir, c'est se situer épistémologiquement par rapport à la science. Ça, c'est nouveau, hein, c'est-à-dire que par rapport à notre vieux modèle de la seringue hypodermique qui était lié au modèle du déficit, on diffuse les savoirs scientifiques et puis tout d'un coup, on aura des citoyens éclairés, éveillés. Là, ça veut dire que on a le droit d'ignorer et c'est à nous de respecter cette ignorance et à comprendre cette ignorance. Et bien sûr, il y a aussi toutes les réflexions qui prennent en compte la notion de savoir situé. Là, j'ai juste cité Donna Haraway parce que c'est un auteur important pour ce concept-là, mais il y a la notion de savoir situé et la question de l'appropriation située des savoirs scientifiques et techniques. Alors, vous voyez toute la joie qui transpire dans ma présentation, parce que en fait, ces travaux menés en Grande-Bretagne et dans les pays du Nord, ça c'est intéressant. Ça serait vraiment un sujet d'étude à observer, c'est que ça a eu une incidence sur la politique qui a été développée au niveau européen
en faveur de la culture scientifique et technique. C'est-à-dire, alors, moi je sais qu'il y en a, j'ai quelques collègues qui ont fait du lobbying, c'est-à-dire qui sont allés au sein des commissions et qui ont fait évoluer les programmes. Juste Ulrike Feld, par exemple, pour ne pas la citer. Moi, j'avais des comptes rendus, effectivement, des réunions qui se passaient au sein des commissions. Et on a eu 2 programmes qui comptent et qui montrent une évolution importante dans la façon de percevoir les relations sciences-société. Le programme, dans le cadre du 7e CRD, j'aurais dû noter les dates clés en tête. On va dire c'est au début des années 2010, on va dire 2012-2016, comme ça, à la louche. Peut-être que c'est ça. Donc un programme Science for Society, et puis dans le cadre du programme H20, c'est facile, on sait que ça s'arrête en 2020, mais quand est-ce que ça commence? On va dire 2016, Science with and for Society, ça ne vous rappelle rien? SAPS, Science avec et pour la société. Ça veut dire que c'est intéressant à suivre ce qui se passe au niveau européen, et c'est intéressant à suivre comment ça s'est mis en place. Et donc, alors là je suis très sélectif, parce que j'aurais pu verser dans l'humour et présenter, puisqu'on parlait des carrières scientifiques des femmes. Il y a eu un programme développé par l'UE qui s'appelait Science is a Girl Thing, avec une vidéo extraordinaire. Je ne vais pas la montrer parce que sinon, vous n'aurez plus de mâchoire, quoi. Ça va faire mal tellement vous allez rigoler. On essaye d'inciter les jeunes filles à entrer en sciences en montrant un archétype de la fille. C'est-à-dire, donc on voit un labo, on voit un mec blouse blanche qui s'amuse avec des tubes à essai, et puis on voit talons aiguilles, rouge à lèvres, des jeunes filles lookées qui arrivent comme ça, et puis qui rigolent devant la science, des bulles qui s'envolent. Enfin, c'est un truc, genre l'archétype de la jeune fille, et on veut la faire entrer en sciences. Alors, bien sûr, le laborantin, il est comme ça. C'est quoi ces filles? Moi, je vais me casser la gueule derrière. Mais c'est juste extraordinaire. Donc, quand vous avez un moment, on peut se faire un visionnage commun durant la pause de midi, si vous voulez, juste pour rigoler un coup. Mais mais par contre, il y a des choses sérieuses qui ont été établies dans le cadre de ces programmes. C'est-à-dire que là, c'est juste l'UE qui était maladroite, qui a sous-traité la communication autour de ce projet. Et moi, j'ai tout plein d'autres exemples de problèmes quand on sous-traite la communication à des agences. Mais ce qu'on va retenir, c'est effectivement, il y a des programmes incitatifs qui passent par le réseau Excite, qui passent par le réseau des associations pour les événements scientifiques. On a le renouveau des boutiques des sciences porté en partie par la Fondation Sciences Citoyennes à Paris, et c'est ce qui donnera naissance en fait à la boutique des sciences de Lyon, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et on a la multiplication des approches de sciences participatives, et c'est pas pour s'amuser qu'il y a de la science participative, hein. On a le projet Voices, par exemple, qui est présenté en haut. Ça a engagé près de 1000 personnes, c'est-à-dire que donc ça veut dire qu'il y a des super dotations venant de l'Europe, 1000 personnes qui doivent travailler ensemble. Alors, c'est pour ça que Excite est très très important, le réseau des musées de sciences, puisque c'est quelque chose qui a été managé par les musées et les centres de sciences, et qui ont organisé chacun des focus groups, qui ont essayé de faire monter des propositions sur la question de la gestion des déchets. Donc on est quelque part dans un travail sur l'empowerment, sur la responsabilisation des citoyens, sur l'engagement des citoyens en amont. On a le programme Noses, qui a été financé aussi grâce à l'UE. Donc là, c'est plus... j'ai plus le nom en tête, mais bon, enfin, on va utiliser, plutôt que de capteurs olfactifs qu'on installe à droite et à gauche, on va utiliser le meilleur capteur olfactif, qui est le nez humain, qui permet de ressentir, je crois que si vous allez sur la page, ils disent qu'on peut arriver à déceler 1 millier d'odeurs différentes. Et donc, le meilleur capteur, c'est celui-là. Et donc, on va faire une cartographie des pollutions olfactives qui existent sur certains territoires. Donc, on a des choses très modernes. Aller sur les pages où tous les rapports concernant les sciences participatives sont en ligne, aller sur les pages de l'UE qui concernent ça. Et c'est très, très riche. Et quand on voit ça,
moi, avec mon petit réseau sismo-citoyen que je mets en place en Alsace, je sais rester modeste, quoi. C'est-à-dire, nous, on bricole vraiment. Et la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce que ce programme a été... Il nous reste combien de temps, Marie-Christine? 10 minutes? 5, mais tu peux aller jusqu'à 10. D'accord. Et donc, on a... alors, juste quand le moment du H2020, Science for and with Society, s'arrête, on a effectivement des choses qui se dessinent en France. Donc, il y a la publication de la stratégie nationale de la culture scientifique en 2017, et c'est là-dessus que se base, en fait, la politique contemporaine concernant la mise en culture de la science. Donc on a une rupture nette avec le modèle du déficit et des insuffisances. La question qu'on peut se poser, c'est, OK, on a rupture, mais où est-ce qu'on va? On peut dire rupture aussi avec le modèle de l'instruction de Calon, mais est-ce qu'on va vers autre chose? Est-ce qu'on est dans le modèle du débat public? Est-ce qu'on est dans le modèle de la co-construction? Ça serait intéressant à voir. Bon, ce qu'on voit concrètement, c'est que cette stratégie nationale permet un développement conséquent des sciences participatives. À Strasbourg, on est très bien placé. L'émergence et le renforcement de nouveaux espaces de médiation, tiers-lieux, Fab Lab, Living Lab. Et ce qu'on voit également, c'est que mes collègues qui sont dans la salle sont très attentifs à tout ça. Des appels à projets Science avec et pour la société. Une labellisation Science avec et pour la société qui peut être décernée à différentes universités. On en a parlé tout à l'heure dans les discours introductifs. Bravo Grenoble. Nous aussi, on l'a eu cette année à Strasbourg. Donc je pense que tout le monde va être servi à la fin. Mais ça permet, c'est-à-dire c'est un pilotage quand même assez intéressant. C'est-à-dire que quelque part, on cadre les actions de communication et de culture scientifique depuis le haut, depuis le ministère. C'est-à-dire, quand il y a la labellisation, il faut cocher certaines cases, il faut démontrer qu'on coche bien certaines cases. Et donc, quelque part, c'est une façon de normer la politique de communication scientifique. Alors, je vais essayer de faire... Je crois qu'il me reste 2 diapos. Je vais essayer de faire vite. Donc, on a ça qui se met en place. On va dire que c'est... On va être positif. C'est-à-dire, c'est bien, ça ouvre de nouveaux univers, de nouveaux futurs. Mais ce qu'on se rend compte en parallèle, c'est que la communication scientifique, elle est toujours là. Alors, on ne va pas dire le modèle du déficit, mais on est sur des approches de communication persuasive, des communications d'images, etc. Et je vais prendre juste deux, trois exemples. Donc, c'est la façon dont les relations sciences-société sont pensées d'un point de vue global en engageant en fait les grands médias. Alors, le premier exemple, c'est... Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Thomas Pesquet? Bon, voilà. Donc, vous voyez à qui ça correspond. Vous pouvez le trouver sur HAL. Il y a un très beau mémoire de master de Carole Patrijon qui s'est intéressée à la communication entourant la première mission au sein de la Station spatiale internationale de Thomas Pesquet en 2017. Et ce qu'elle a vu, alors c'est les prémices de ce qu'on a vu quand il est retourné dans l'espace, c'était quoi, 2022, 2023, je ne sais plus. Le temps court tellement vite. Et donc, ce qu'elle a vu, c'est que, alors je pense que vous en doutez, ou alors vous êtes vraiment naïf, tous les posts Insta, Facebook, Twitter de Thomas Pesquet, vous êtes sûr que c'est lui qui les a postés, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et en fait, Thomas Pesquet, il s'intéresse à tout, au football, au basket, à la musique classique, à la musique contemporaine, au groupe Davy, etc. Il est même allé dans l'espace avec une expérimentation avec le blob que tout le monde a suivi, toutes les écoles ont suivi. Et donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que effectivement, on est sur une stratégie de communication, mais vraiment, vraiment massive. C'est-à-dire que tout ça, ça n'a pas été pensé, ah tiens, coucou, je suis dans l'espace, tiens, si je vous envoie un tweet, ça peut être amusant. Non, ça a été pensé très, très en amont, avec 2 ou 3 personnes au sein de l'Agence spatiale européenne qui ont préparé la stratégie de com de Thomas Pesquet pour qu'il soit visible partout. C'est-à-dire, Thomas Pesquet, pendant qu'il était là-haut, il était partout sur la Terre, quoi. C'était juste extraordinaire. Encore un magicien. Et donc, le but de l'agence derrière, donc là, on est sur...
on est sur du marketing, clairement. C'est-à-dire que le travail de l'agence, c'est redorer son blason, montrer que la Station spatiale internationale, c'est pas si inutile que ça, malgré ce qu'en pensent les scientifiques, parce que c'est vraiment une station qui sert à rien. C'est-à-dire, vous pensez qu'en ayant une station habitée comme ça va nous ouvrir les voies vers la conquête spatiale? Ça sert strictement à rien à ce niveau-là. Par contre, ça fait des cartes, ça fait de la météo, et donc quand vous voyez Thomas Pesquet maintenant, il fait ce travail-là, c'est-à-dire ce travail de popularisation des travaux de l'Agence spatiale européenne. Il a publié un livre sur les régions polluées sur la Terre, etc. Donc, but de l'agence, redorer son blason, renforcer sa légitimité, inventer ses produits. Aussi, dans cette mouvance, on a l'émergence de nouveaux formats. Il y en a un qu'on... Ah oui, ah non, excusez-moi. Vous connaissez cette dame? Oui? Samantha Cristoforetti, vous ne connaissez pas? C'est la Thomas Pesquet italienne. C'est-à-dire, si vous allez, si vous faites le cheminement transalpin, et là, on se rend compte que la communication de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, c'est formaté communication française. Et en Italie, c'est pas Thomas Pesquet, c'est Samantha Cristoforetti. Et le truc vraiment intéressant, c'est que tous vos enfants vont connaître Samantha Cristoforetti grâce à cette poupée Barbie, un accord Mattel, Agence spatiale européenne, avec un objectif très clair, c'est d'amener les jeunes filles vers la science. Donc c'est clair, hein, il n'y a pas d'intention cachée, le but est vraiment là. Alors parlons de ma thèse en 180 secondes. Là, il y a, si vous avez le temps, là il faut que je m'arrête bientôt. D'accord, 180 secondes, ouais. Allez, 180 secondes, donc, ma thèse en 180 secondes. Lisez l'ouvrage de Jean-Marc Corsi et consorts. Ça montre clairement quelles sont les intentions derrière ma thèse en 180 secondes. C'est-à-dire un dispositif sur mesure pour maintenir le flot de doctorants. Il y avait une chute du nombre d'inscriptions en thèse juste avant que ma thèse en 180 secondes soit initiée. Et puis c'est super comme concours. C'est-à-dire que quand vous amenez les doctorants en fait dans ce concours, justement, ils sont en concours, ils sont en compétition. C'est-à-dire que, enfin, on vous montre ce à quoi vous allez faire face dans les années à venir. C'est-à-dire que la recherche, c'est avant tout la compétition. Il y a d'autres concours organisés par le CNRS, c'est la preuve par l'image. Et puis ce qu'on voit aussi, là je vous invite à lire le bouquin de Marc Lipinski, le fondateur des PICRI, des partenariats institutions citoyens en Ile-de-France, et qui fonctionnait très bien jusqu'à un changement jusqu'en 2015, quand la droite est revenue au pouvoir en Ile-de-France. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, ça on le voit depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, les universités sont de plus en plus engagées dans la culture scientifique. Et ce qu'il dit, en fait, c'est la conséquence des lois LOLF, qui est la loi organique sur les lois de finances, qui impose aux institutions de trouver des indicateurs pour montrer qu'ils sont performants, de la loi d'autonomie des universités de 2007, qui place en fait les universités en concurrence les unes avec les autres, et surtout les investissements d'avenir, parce que pourquoi se mettre en concurrence? C'est pour avoir plus d'argent, c'est-à-dire les investissements d'avenir. Il y a un appel, c'est-à-dire soyez bons et on vous donne de l'argent. Donc et donc la communication, ça fait partie. Je suis sûr que vous allez me disputer si je fais ça. Et juste 2 mots, je laisserai le diaporama affiché. C'est-à-dire, la question qu'on peut se poser après ça, c'est qu'est-ce que le nouveau marketing fait à la science et à la politique de la CST? Ma thèse en 180 secondes, c'est clair. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les concours, mais qu'est-ce qu'on a dedans? On a des jeunes chercheurs sympathiques, on a des promesses fortes qui sont associées aux travaux qui sont présentés, et on utilise des métaphores, on essaie d'avoir un peu de l'humour, et en fait l'idée c'est de renforcer la légitimité de la science et de la rendre plus attractive, c'est-à-dire en 2 mots c'est ça. Mise en scène de Thomas Pesquet, donc on a le héros ordinaire, donc héros victorieux, il y a tout plein de reportages qui montrent par où est passé Thomas Pesquet pour aller dans l'espace, et puis pendant la période où il est dans l'espace, il nous livre son journal intime avec une bonne charge d'émotion. Donc ça devient un rôle modèle, et voilà, justement, on revient à la politique. Le rôle modèle, c'est justement
Donc j'emprunte un texte qui a été présenté, non pas présenté parce qu'on a eu le 49.3, mais dans le cadre de la loi de finances de 2023 pour le crédit fléché recherche, et on a la commission des affaires culturelles et de l'éducation qui dit « Les rôles modèles jouent un rôle central, la diffusion auprès du grand public de la culture scientifique liée aux activités du CNES », bon ils sont un peu plantés, c'était plutôt l'ESA, a été rendue possible par exemple grâce à la méditation de Thomas Posquet, qui constitue un véritable rôle modèle. Ainsi, l'un des constats partagés par toutes les personnes auditionnées est celui d'un besoin de transformer les représentations de la science et des chercheurs et de reconnaître l'influence des rôles modèles, des ambassadeurs de la science et des influenceurs. Voilà. Moi, je vais arrêter là, hein, donc merci.